Les champignons constituent une composante de la biodiversité. Ils jouent un rôle important dans les métiers des écosystèmes forestiers. Protégeons nos forêts pour sauvegarder la nature. C'est avec nos forêts qu'on trouvera les champignons. Protégeons nos forêts pour sauvegarder la nature. C'est avec nos forêts qu'on trouvera les champignons. Champignons, champignons, oh 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 oh. Champignons, champignons, oh 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 oh. Champignons, champignons, oh 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 oh. Il est au cœur de la colline, inspiré de Kiyaya, dit de toi. Il est au cœur de la colline, inspiré de Kiyaya, la splendeur qui sommeille des vents, sur la Tanganyika. Il y a cette tendance-là de penser à l'hymne de l'INDT, mais on vous a quand même appelé pour l'hymne national. Veuillez quand même entonner l'hymne pour notre pays. Nous sommes à la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Je profite aussi de cette occasion pour faire entrer notre porte-parole.
beaucoup pour l'hymne national. Nous allons donc vous présenter notre programme, c'est-à-dire après l'hymne national et l'hymne de l'INDT, suivra bien sûr les mots de la doyenne de la faculté. Après ces mots de la doyenne, va poursuivre la présentation du docteur Héritier Milengue sur notre thématique. Après, il y aura un débat. On va essayer un peu d'interagir autour de l'exposé de notre orateur. Après cela, on va devoir donner un mot au Centre de recherche en hydrobiologie, mais aussi à l'UTEA. Après, on va bien sûr donner les mots au porte-parole des étudiants et poursuivra l'hymne national, l'hymne de l'INDT et la clôture de la manifestation. Ainsi donc, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, nous accueillons notre doyenne pour son mot d'ouverture de cette conférence. Bonjour à tout le monde. Je pense que Benjamin a déjà accueilli les visiteurs, les étudiants de l'institution, nos collègues, il faut dire les chers collègues des centres de recherche en hydrobiologie et tous ceux qui nous sont chers et chers, qui sont déjà dans la salle, et sans oublier notre cher auditeur, le professeur docteur Héritier Milengue Kamalebo qui est avec nous ce matin. Nous voulons quand même dire merci pour tous ceux qui ont pensé venir manifester leur amour à la science. Parce que ce qui nous réunit ce matin, c'est parce qu'il y a un séminaire très important et que chacun de nous, il doit y gagner, il doit trouver un gain. Et que ces gains-là, qui va gagner aujourd'hui, je pense que chacun de nous doit avoir une bonne poche qui n'est pas percée, dans laquelle il va garder ce qu'il va récolter ce matin. Je ne manquerai pas de dire que notre secrétaire général académique, le révérend Abbé Damien, qui est malade, il devait être avec nous ce matin. Et alors, je profite par cette opportunité de vous accueillir aussi à son nom et à mon nom propre comme la doyenne de la faculté des sciences agronomiques à l'université Notre-Dame de Tanganyika. Encore une fois, je suis professeur docteur Mitako Bandira Marie-Jeanne et heureuse de vous retrouver tous ce matin. Voilà, comme on n'a pas assez de temps, on voulait être brève pour permettre à ce que l'orateur puisse avancer avec le programme. Ce que je veux demander à l'auditoire ou à l'assemblée ou à la plénière, c'est de prêter oreille parce que c'est une manne qui est descendue sur la colline de Kiaya à l'université Notre-Dame de Tanganyika pour que nous puissions quand même accueillir ces messages très importants pour nous ce matin. Merci beaucoup et bienvenue tous. Nous déclarons ouverte cette séance au nom de la science. Si nous sommes là, c'est avec les centres de recherche des universités de Kivu, de Seruki, avec la maison Sébios. D'accord, on voulait que ça soit dit à haute voix. Il y a Sébios, il y a aussi le Seruki, il y a aussi l'université Notre-Dame de Tanganyika qui vous accueille ce matin tous pour accueillir ces messages. Un message de qualité, un message riche en éléments et que chacun de nous ouvre au moins sa poche, je dis, encaissée. Merci beaucoup. Nous déclarons ouverte la séance. Merci. Merci beaucoup, cher. Les grands lacs, notamment le lac Tanganyika, nous allons essayer d'échanger un peu sur le comportement des forêts dites forêts claires, Miombo, qui essayent un peu de caractériser la dorsale ouest de ce grand lac. Alors, je voudrais rappeler que cette conférence est organisée dans le cadre d'une série d'activités qu'on a entamées
au Seruki à Bukavu. Et je m'étais dit, je ne saurais pas terminer ces activités sans venir échanger avec vous ici à Uvira pour renforcer nos liens entre les Seruki et l'UNDT. Merci. Merci, on va évoluer. Là, il y a un plan de l'exposé. Ça veut seulement dire que l'exposé est articulé sur deux grands points. Le premier point, nous allons parler un peu de l'importance socio-économique des champignons, où nous allons parler de catégories d'usage des champignons, de la valeur nutritionnelle des champignons et des vertus thérapeutiques. Nous allons voir comment les champignons constituent une importante source des revenus. Et le deuxième point, là, il s'agit maintenant des rôles des champignons dans le fonctionnement des forêts. Et dans un premier temps, nous allons parler des champignons parasites. Ensuite, suivra le tour des champignons saprotrophes. Il y aura également les champignons thermitophiles. Et enfin, on va parler des champignons mycorhiziens avant de conclure, n'est-ce pas, cette conférence. Ok, on va prendre le premier point. S'agissant de l'importance socio-économique, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? Il faut reconnaître d'abord que les champignons, n'est-ce pas, sont des produits forestiers non ligneux, qu'on abrège par PFNL, qui jouent un rôle très important sur le plan socio-économique. Et comment les champignons jouent un rôle important sur le plan socio-économique? Les champignons, n'est-ce pas, constituent une source alimentaire et de protéines. Les champignons, je disais que les champignons constituent une importante source alimentaire et de protéines. Ils sont utilisés dans la médecine traditionnelle, mais également les champignons incarnent des valeurs culturelles. On va développer tout à l'heure. Et de l'autre côté, la filière de champignons comestibles crée des emplois. Et c'est une source de revenus. C'est la lutte contre, n'est-ce pas, le chômage. Là, s'il faut parler des usages des champignons, on va retenir avec l'expérience qu'on a et les résultats déjà publiés de plusieurs chercheurs, y compris nos résultats nous-mêmes. Il y a 4 types d'usages sur les champignons. Il y a des champignons alimentaires, comme je viens de le dire tout à l'heure. Il y a des champignons médicinaux. Nous avons des espèces de champignons utilisés pour des fins récréatives. Et il y a également des champignons qui sont d'usage culturel. Mais je vois qu'il y a 2 types d'usages qui ne sont pas très bien connus. Par exemple, quand on parle des usages récréatifs et culturels, qu'est-ce qu'on entend par les usages récréatifs sur les champignons? Alors vous allez voir sur la diapositive, du côté droit vers le bas, il y a 2 espèces de champignons. Nous avons le champignon appelé Pleurotus tuberosum, qui est vers la gauche de ce lot d'image. Ce champignon-là développe des sclérotes qui sont de boules. Quand vous récoltez le champignon, il y a une grosse boule au niveau du sol. Et cette boule-là est utilisée par les enfants, n'est-ce pas, pour en produire de pneus, lesquels pneus sont utilisés dans la fabrication de jouets voitures. Rappelez-vous, dans nos villages, n'est-ce pas, c'est pas tous les enfants qui ont accès au marché, qui ont accès à des magasins dans des grandes villes, et que donc la forêt constitue pour eux les marchés locaux, et que donc c'est là que les enfants vont se procurer tout ce dont ils ont besoin pour leur survie. Et que donc moi personnellement j'ai eu à jouer avec ce voiture là. On utilisait souvent le pétiole des feuilles des arrêts cassés, notamment d'une espèce de palmier qu'on appelle le libondo. Je ne sais pas si vous connaissez le nom vernaculaire libondo, qui a pour nom scientifique le raffia gileti. Le raffia, c'est un palmier, une espèce de palmier avec une grosse feuille, une grosse nervure centrale. Alors, le plus souvent dans les villages, on va tailler cette nervure-là,
on va en produire, n'est-ce pas? On va fabriquer des jouets voitures et les sclérotes de champignons est utilisé pour faire des pneus. Alors pourquoi nous avons voulu documenter ça? Actuellement, vous savez que dans le contexte de valorisation des biens et services écosystémiques, on essaie un peu de donner la valeur économique, on essaie un peu de donner la valeur culturelle à tout ce qu'on peut retrouver en forêt comme produits forestiers, comme services écosystémiques. Et cela va jouer de motivation, n'est-ce pas, pour que les communautés locales puissent comprendre pourquoi conserver les forêts. Et que donc déjà, quand on connaît que cette forêt peut servir, n'est-ce pas, sous plusieurs aspects, on a cette motivation et on comprend pourquoi conserver. Et donc nous avons aussi des aspects culturels. Il y a par exemple l'espèce Phallus endousiatus qui a une structure sous forme de toile d'araignée. Cette espèce, je dirais en quelque sorte une espèce emblématique de champignons parce qu'il y a une anecdote derrière ça. Alors, à Kisangani, où j'ai eu à travailler pendant plusieurs jours, cette espèce-là est utilisée, n'est-ce pas, pour s'aimer, disputes, querelles entre des personnes très très proches. Par exemple, n'est-ce pas, une femme et son époux. Alors quand il y a quelqu'un de jaloux qui veut séparer les deux, va prendre les sporophores, ça veut dire ce champignon-là, mettre sous la cuisine, au niveau du feu, là où la femme va préparer la nourriture. Et dans la mythe, dans la croyance, plusieurs personnes nous ont relaté qu'une fois que vous avez mis ce champignon-là et que le mari vient consommer la nourriture qui a été préparée sous ces feux, ce soir-là, rien ne va marcher dans la maison. Donc il y aura dispute jusqu'à ce que les deux personnes peuvent arriver à se séparer. C'est des mythes, c'est des croyances comme ça qu'il faut documenter scientifiquement et en faire une certaine diffusion pour que tout le monde puisse sentir et comprendre comment il y a des communautés qui ont vraiment un attachement derrière la biodiversité, derrière l'environnement, la nature. Et que donc ces gens-là qui ont cette culture-là, ils ne peuvent pas facilement voir ce patrimoine pour eux disparaître. Et donc c'est un élément de motivation aussi en quelque sorte. Vertu thérapeutique, c'est vrai, c'est un domaine qui n'est pas très exploité. Nous n'utilisons pas souvent la médecine traditionnelle, mais il faut aller en Chine pour comprendre l'importance des champignons dans la médecine traditionnelle. Les champignons médicinaux sont utilisés souvent dans les traitements et la prévention de plusieurs maladies. Ces champignons-là sont très médicinaux parce qu'à l'intérieur, il y a des composés chimiques variés, tels que les antioxydants. Nous avons également des éléments anticancéreux, mais aussi les champignons, n'est-ce pas? Par moments, il y en a qui sont aphrodisiaques. Vous comprenez ce que cela veut dire? Valeur nutritionnelle. Là, on voit les champignons comestibles spécialement. Les champignons ont des teneurs élevées en protéines. Ces champignons ont des composés lipidiques et des acides gras insaturés. J'insiste qu'il y a des acides gras insaturés parce qu'il y a deux groupes d'acides gras, les insaturés et les saturés. Ici, l'importance des champignons, c'est qu'on n'a pas des acides gras saturés. Et vous savez, c'est que font les acides gras saturés. Ce sont des structures, n'est-ce pas, des composés organiques qui sont à la base de plusieurs problèmes cardiovasculaires. Mais quand on consomme plus le champignon, là, on va éviter les problèmes cardiovasculaires liés à la présence des acides gras saturés. J'ai pris ce petit tableau-là, un peu synthétique, qui montre un peu les teneurs en protéines et en éléments essentiels au niveau des champignons. On voit ici que les champignons, la moyenne en protéines, en éléments nutritifs, est supérieure à plusieurs aliments que nous connaissons, mais tellement qu'il n'y a pas de gens qui parlent des champignons, qui sensibilisent pour la consommation des champignons, on ne sait pas comprendre tout ça. Regardez la dernière phrase, cela nous montre que nous avons ces teneurs-là de champignons, autour de plus de 25% de teneur en protéines de la matière sèche. Amanita rubescens, on a 31,9%, Boletus 26,5%, Cantharellus equivarus qui arrive à 53% de protéines dans la matière sèche. Alors que quand on voit, n'est-ce pas, les protéines qu'on a dans le lait, c'est autour de 25%. On voit que c'est vraiment l'équilibre et parfois il y a des espèces de champignons qui sont au-dessus. Quand on voit, n'est-ce pas, les protéines au niveau du blé, 13%, largement inférieur par rapport aux champignons.
Le riz, c'est autour de 7,3%. Et donc les champignons, c'est une ressource à valoriser. Mais c'est vrai, nous faisons de la publicité des champignons. On ne doit pas rester sans vous dire qu'il y en a des toxiques. Donc il faut faire attention. Il y a des champignons toxiques. Une fois que vous êtes en face d'une espèce de champignon que vous ne connaissez pas bien, il ne faut pas consommer. Parce qu'il faut être sûr que ce que nous avons, c'est un champignon comestible. Il y a des champignons qui sont à l'origine des allergies, telles que des sinusites, telles que des pneumonies, et il y en a qui sont mortels. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour qu'on puisse bien attirer l'attention des consommateurs afin d'éviter de tomber dans des petits problèmes d'intoxication. Alors, j'ai dit que les champignons constituent, n'est-ce pas, une source de revenus, une activité génératrice de revenus. C'est vrai que dans la zone de montagne, quand on est à Bukavu, on ne sait pas comprendre, n'est-ce pas, l'importance des champignons. Là, il y a juste un groupe de champignons qui est plus consommé, que les mamans nous vendent au niveau du marché des feux rouges. Mais quand on vient dans cette zone, il faut être à Rumongue par exemple, il faut arriver à Mboko, il faut arriver à Sanja. J'ai été là un moment, il y a une forêt au-dessus, n'est-ce pas, de la colline. Quand vous entrez pendant la saison pluvieuse, vous allez voir que toute, n'est-ce pas, la surface au-dessus du sol est envahie par des structures jaunâtres, rougeâtres. C'est des champignons du genre Cantarellus, tels que ce qu'on voit ici dans le forêt Claire Myombo du Katanga, parce que c'est la même zone qui vient un peu ceinturer le littoral du lac Tanganyika. Et que donc, on a des grandes biomasses en champignons qui sont produites régulièrement en forêt, une manne qui tombe de soi comme ça, et il suffit de maintenir les forêts pour qu'on maintienne ces ressources-là, pour qu'on maintienne, n'est-ce pas, ce service-là. Alors j'ai pris une étude de cas d'un collègue qui a travaillé au nord du Katanga, dans le même type d'écosystème que ce que nous avons ici. Alors cet écosystème, ces forêts-là, c'est ce qu'on appelle les forêts claires. Les forêts claires parce que vous êtes dans la forêt, vous pouvez voir quelqu'un qui est, n'est-ce pas, à une dizaine de mètres, une fois qu'on est dans une surface un peu plus plane. C'est différent de forêts denses. De forêts denses où on a plusieurs individus d'arbres, n'est-ce pas, au kilomètre carré. Alors, dans ces forêts du Katanga, qui arrivent au niveau de cette partie ouest du lac Tanganyika, le collègue a fait des travaux d'évaluation de la productivité des champignons. Et là, il a trouvé qu'un hectare de forêt, tout comme ici à Sanja, à Mboko, on peut faire cette même étude, on peut la dupliquer, essayer de comprendre combien de biomasse, combien de kilogrammes de champignons ces forêts-là peuvent nous produire. Et là, l'idée c'est d'arriver à conclure, est-ce qu'il faut couper les forêts pour le bois d'œuvre, pour le bois de chauffe et pour le charbon de bois, ou si on maintient les forêts, on a plus de bénéfices. C'est la conclusion qu'on va voir tout à l'heure ici. Alors, on a retenu dans les travaux du collègue qu'un hectare produit en moyenne 148 kg de champignons par an. Un hectare, ça veut dire une parcelle de 100 mètres de côté. Le pointeur laser pourrait vous aider pour faire des défilés en haut et en bas. Ça va, ça va. Et Et donc je disais que c'est 148 kg en moyenne par hectare par an. Et quand il a fait la moyenne des prix de champignons sur le marché, 1 kg coûte autour de 2,8 $ de champignons. Alors, il a pris les forêts les moins productives. Ça veut dire, il a pris des forêts où on a une moyenne de 48 kg par hectare par an. C'est la forêt qui produisait, n'est-ce pas, une faible biomasse. Et il a pris l'espèce de champignon la moins chère, où 1 kg coûtait ou valait 1,4 kg. Disons 1,4 $. Alors, en calculant le revenu total, il a compris que ces forêts-là procurent autour de 67,2 $ par an. 67,2 $ par an par hectare contre 16,6 $ par hectare par an
une fois qu'on coupe la forêt pour le charbon de bois. Mais on va se demander comment couper un hectare peut seulement donner 16,6 $ par an. C'est ça la question, parce que par moment, ce n'est pas bien clair. Alors, ce qu'on doit savoir est que quand on coupe la forêt, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. On a fait une coupe rase. Pour qu'on puisse reconstituer la même forêt, il faut 25 ans. Or, si on maintient la forêt et on prélève les champignons régulièrement, c'est chaque année, pendant chaque saison pluvieuse. Et que donc, le bénéfice pour une coupe rase, n'est-ce pas, de la forêt, pour le charbon de bois ou le bois de chauffe, nous devons étaler ça sur 25 ans, parce que 25 ans plus tard, on n'aura plus de forêt. Alors, quand on a ramené, n'est-ce pas, ce que procure la coupe de forêt, sur les 25 ans où on n'aura plus de forêt, la moyenne annuelle est arrivée à 16,6 $. Ça veut dire seulement on avait plus de 450 $ peut-être ou 400 $ durant les 25 ans quand on a coupé, mais on doit attendre 25 ans. Donc on doit ramener ça par an pour qu'on puisse comprendre comment cela va jouer sur l'économie. Et donc on prenait que le maintien de forêts claires, telles que les forêts qu'on a au niveau de la dorsale du lac Tanganyika, nous procure mieux que si on coupait les forêts pour juste un objectif de produire le charbon de bois. Et là, on met de côté tous les autres services écosystémiques. Et vous connaissez qu'est-ce qu'on entend par services écosystémiques? La régulation du climat, le maintien de cycle de l'eau, ainsi de suite. La lutte contre les érosions. Donc, en maintenant les forêts, on bénéficie plus qu'en les coupant. Alors, on a briefé un tout petit peu les rôles socio-économiques des champignons. Parlons maintenant, parce qu'on n'a pas assez de temps, parlons un peu maintenant du rôle des champignons dans le fonctionnement et le maintien des forêts. Alors, vous retiendrez que le rôle des champignons, n'est-ce pas, dans le fonctionnement des forêts, dépend des groupes écologiques, des différents groupes de champignons, parce qu'on a différents groupes de champignons, et on va distinguer 4 groupes principaux. Il y a ce qu'on appelle les champignons parasites, il y a ce qu'on appelle les champignons saprotrophes ou saprophytes, il y a des champignons, n'est-ce pas, mycorhiziens, où on a 2 groupes, il y a, je disais, il y a des champignons symbiotiques plutôt, où on a 2 groupes, les mycorhiziens et les termitophiles, ça veut dire des champignons associés aux termites. Alors comment ces différents groupes de champignons interviennent, n'est-ce pas, dans le maintien de forêt? On va commencer par les champignons parasites. C'est vrai, je sais que les collègues de l'ITA vont me taxer un tout petit peu quand on peut donner des points positifs des parasites, parce qu'on sait que les parasites sont des ravageurs des cultures. Mais biologiquement, il n'y a pas que mauvais côté des parasites. Alors, les parasites vont jouer un rôle important dans le maintien de l'équilibre de la biodiversité. Vous savez qu'il y a des espèces qui ont, n'est-ce pas, une vitesse de croissance rapide, une productivité élevée, et que donc il y a ce qu'on appelle la lutte biologique naturelle, le corona qu'on a en Chine. Ce virus-là, peut-être que c'est venu d'une façon naturelle, mais ça va équilibrer un tout petit peu la densité de la population, même si c'est un peu négatif, mais bon, c'est la réalité. Dans la nature, c'est comme ça aussi. Il y a les parasites qui font la même chose comme coronavirus. Donc, les parasites sont là pour détruire un peu certains individus au sein des populations à grande vitesse de développement. Et ça, c'est un rôle important sur le plan biodiversité, maintien de la biodiversité. Nous avons les champignons saprotrophes. Les saprotrophes sont les décomposeurs. Et là, on voit directement, n'est-ce pas, leur implication dans le maintien des cycles de la matière, dans le maintien, n'est-ce pas, de la chaîne alimentaire. Alors, on retiendra que ces champignons, en recyclant la matière organique, vont maintenir le cycle de nutriments. Ça veut dire, on a des grands arbres qui ont déjà encaissé, séquestré les éléments nutritifs, mais il faut qu'il y ait des négociations. On ne verra pas le champignon bien se développer, mais aussi les termites auront du mal. C'est de la symbiose, et par définition, la symbiose, c'est une relation bénéfiquement, mutuellement bénéfique entre les 2 partenaires. Et là, donc vous comprendrez qu'il y a plusieurs espèces de ce genre Termitomyces qui développent des relations très très spécifiques avec les termites. Et dans la région vers Baraka, Fizi, on a un grand champignon, le plus grand champignon qui puisse exister, qu'on appelle Termitomyces titanicus. Vous voyez là, il y a un enfant avec un sporophore qui dépasse même la taille de la tête.
C'est des champignons en dessous desquels vous allez voir même des lièvres s'abriter contre la pluie, et ainsi de suite. Et donc, dans la nature, ces champignons sont associés aux termites tels que vous voyez. Chaque espèce avec une espèce ou une variété, une sous-espèce particulière de termites. Mais toutes ces termites-là sont de la grande famille des Macrothermitidae. Ok, revenons maintenant sur ces grands points qui nous ont réunis ici. Les forêts Claire-Miombo. Alors, vous retiendrez que ces forêts Claire-Miombo sont maintenues grâce à l'association avec les champignons. Cette carte-là montre un peu la distribution, la répartition de mycorhizes dans notre pays. Et donc, au centre du pays, nous avons ce qu'on appelle la cuvette centrale, dominée par les forêts denses du bassin du Congo, où on a plusieurs espèces d'arbres associés aux champignons. Nous avons des espèces telles que Brachystegia, nous avons les Ouapaka, nous avons les Gibetiodendron. Mais ici, maintenant, dans le contexte local, vous allez voir qu'il y a une petite ceinture qui quitte, n'est-ce pas, l'océan Atlantique vers le côté droit de la carte. Cette ceinture-là, c'est la zone zambézienne qui vient en dessous, n'est-ce pas, de la zone géographique équatoriale. Alors cette zone zambézienne est caractérisée par ce type de forêt qui commence par au niveau du Katanga et qui viennent un peu prendre tout le couloir au niveau du lac Tanganyika tel que vous voyez. Alors nous avons un même type de forêt dite claire. Alors, les forêts claires caractérisées par la présence de champignons mycorhiziens, comme je venais de le dire, desquels champignons sont répartis en deux grands groupes. Donc il y a ce qu'on appelle les endomycorhizes et les ectomycorhizes. Mycorhizes veut seulement dire des champignons dont les mycéliums, n'est-ce pas, n'arrivent pas à atteindre l'intérieur des cellules au niveau des racines des arbres hôtes. Alors que les endomycorhizes, les tissus mycéliens percent, n'est-ce pas, les cellules et atteignent l'intérieur des cellules, tel que illustré par cette figure. Ouais. Et donc, en voyant la répartition de ces deux groupes de mycorhizes des espèces mycorhizes endo, qu'on appelle encore les arbusculaires, sont le plus souvent microscopiques, on ne les voit souvent pas à l'œil nu, et que donc tous ceux qu'on voit à l'œil nu sont des champignons ectomycorhiziens. Et ces endomycorhiziens sont plus associés aux bryophytes et à une septantaine d'espèces d'angiospermes. Donc les ectomycorhizes qu'on voit, qui ont une importance économique parce que ça nous donne des sporophores comestibles, ces ectomycorhizes sont le plus souvent du groupe de base idiomycètes et ne s'associent qu'à une moyenne de 5% d'angiospermes. Et donc pour les agronomes, la plupart des plantes cultivées, je vois à Kisangani, il y a un célèbre prof, le prof Deda, qui a un grand laboratoire d'inoculation assistée du mycélium. Lui, il essaye un peu de renforcer, n'est-ce pas, le bananier avec du mycélium, des champignons, mais des champignons qui ne donnent pas de fructification. C'est des champignons endomycorhizés. Et donc, qu'est-ce que ces champignons apportent maintenant aux végétaux, aux plantes, que ce soit des arbres de forêt ou aux plantes cultivées? On a retenu que l'association est sélective, donc il y a des espèces particulières des arbres ou de plantes cultivées qui doivent s'associer aussi à des espèces bien ciblées, les champignons. Mais ce qu'on doit retenir, ces champignons protègent, n'est-ce pas, les plantes contre les pathogènes. Ces champignons facilitent l'assimilation des nutriments. Ces champignons permettent aux plantes de résister, n'est-ce pas, contre le stress hydrique. Et donc par là, on comprend facilement que les champignons permettent aux végétaux d'accroître leur productivité. Alors, s'il faut parler un peu de l'absorption des éléments minéraux, les champignons arrivent, n'est-ce pas, à faciliter aux plantes l'absorption des éléments minéraux par l'augmentation de la surface de contact entre, n'est-ce pas, les racines et le sol. Ici, retenez que cette association est plus bénéfique dans des contextes où le sol est relativement pauvre en nutriments. Et que donc maintenant, avec les réseaux des mycéliums qui s'associent au niveau des racines des arbres, des mycéliums qui peuvent atteindre une dizaine de mètres, et donc c'est un grand champ sous forme, n'est-ce pas, d'une toile d'araignée qui augmente le contact entre maintenant la plante
et le sol, parce que les champignons jouent maintenant le rôle d'un pont, entre la plante et le sol. Et là, vous comprenez maintenant que ce contact-là qui permettra maintenant, n'est-ce pas, à la plante d'absorber des éléments peu mobiles qui ne devaient pas trop, n'est-ce pas, se mouvoir dans le sol, mais le champignon est allé à leur contact. C'est des éléments tels que le phosphore et le zinc, mais également les champignons ectomycorhiziens en particulier ont la possibilité ou sont à mesure de dégrader des roches. Et là, en dégradant des roches telles que les feldspaths, qui sont riches en potassium, le champignon va dégrader les roches et va permettre maintenant à la plante d'avoir accès à ce potassium, tout comme des sols, des roches telles que les apathites, où on a des teneurs élevées en phosphore. Et en résumé, on comprend bien que ces champignons mycorhiziens essayent un peu de maintenir, n'est-ce pas, les plantes dans leur milieu par leur implication dans le recyclage de la matière, mais également par le maintien du cycle de nutriments, le cas de l'azote, n'est-ce pas, qui est coincé un moment dans les tissus végétaux, et lesquels végétaux peuvent mourir, tomber, sont décomposés par les saprotrophes, mais à un moment la plante ne sait pas arriver à cet azote-là. Il faut maintenant qu'il y ait intervention de champignons mycorhiziens par leur réseau de mycélium. La facilitation pour l'absorption de l'eau, comment encore les champignons vont s'y impliquer. Toujours, on a retenu la surface de contact qui va augmenter, et donc ça permet toujours à la plante d'être en contact avec de l'eau. Mais à part ça, le fin mycélium de champignons peut aller puiser l'eau dans des petits interstices où la racine ne peut pas arriver. Parce que le mycélium est très fin par rapport, n'est-ce pas, à des particules racinaires. Et le mycélium peut aller quelque part où la racine n'a pas possibilité d'arriver. Et là, ça permet à la plante d'avoir le maximum d'eau, même si le milieu est pauvre en eau, même si la plante traverse des moments, n'est-ce pas, de sécheresse dans son milieu. Également, ce qu'il faut retenir très important sur le plan physiologie végétale, il arrive deux fois qu'il n'y a quasiment pas d'eau dans le substrat. Alors, le champignon fera quoi? Il va lancer un signal, il va déclencher un signal qui va aller au niveau de la plante et pour dire à la plante, mademoiselle plante, ici où tu m'as envoyé pour chercher de l'eau, il n'y a plus de l'eau. Toutes les sources ont tari. Ce que tu dois faire, c'est fermer tes stomates ou perdre une petite quantité de feuilles. Parce que si tu laisses tes stomates là-bas, ils vont s'ouvrir et il y aura une pression qui va se créer pour avoir de l'eau, alors qu'il n'y en a plus d'eau, ça va perturber ta physiologie. Et donc le champignon essaie un peu de préparer le végétal à toutes ces conséquences. Et là, on va voir maintenant que la plante va prévenir, n'est-ce pas, une sorte de rupture qui serait par moments irréversible. Nous avons également dit que les champignons protègent les plantes contre les pathogènes. Les pathogènes sont tous ces organismes-là qui peuvent causer, n'est-ce pas, des maladies, des dégâts à la plante. Et donc, c'est à deux niveaux. C'est soit au niveau de la compétition, n'est-ce pas, entre les micro-organismes dans le sol, mais par moment aussi à l'intérieur de la plante elle-même. Quand il y a des champignons, les champignons et d'autres micro-organismes vont commencer, n'est-ce pas, à entrer en compétition et que donc il y aura des effets antagonistes. Et cela va réduire le taux de pathogènes dans le milieu et par conséquent, cela protège la plante contre ces pathogènes. On a voulu présenter un peu quelques résultats de nos recherches afin de comprendre comment valoriser les champignons, comment concilier la valorisation des champignons à la conservation des écosystèmes forestiers. Donc les quelques productions qu'on a eu à faire sur les champignons nous ont amené à comprendre que les champignons sont différemment distribués dans les différents écosystèmes forestiers et l'intérêt des communautés, n'est-ce pas, dépend ou varie en fonction des groupes ciblés et en fonction du milieu. C'est par là qu'on comprendra par exemple que dans les forêts denses, que ce soit les forêts denses de montagne ou de basse altitude, les communautés humaines, n'est-ce pas, ont plus d'intérêt sur les champignons saprotrophes. Parce qu'il n'y a pas assez de champignons ectomycorhiziens
Quand vous êtes au PNKB, on n'a pas d'arbres ectomycorhiziens, et donc on n'aura pas de champignons ectomycorhiziens. Tout ce qu'on peut avoir, ce sont des champignons saprotrophes. Mais vous comprendrez avec moi que les saprotrophes ne peuvent bien se développer que dans des conditions de perturbation, où il y a des grands arbres qui sont tombés et en train de se décomposer. Et c'est difficile maintenant à ce niveau de vouloir valoriser, promouvoir la production de champignons dans un milieu forestier pendant qu'il faut qu'il y ait dégradation. Et on va tirer une conclusion plus tard. Dans le contexte de forêts denses de basse altitude, nous avons des champignons ectomycorhiziens, mais où? Pas autour des villages. Ces champignons se sont réfugiés loin dans des forêts stables où il n'y a pas de perturbation. Alors, ça a créé une certaine mycophobie. Une mycophobie, ça veut dire une résistance, un petit désengagement de la communauté, parce que pour avoir les champignons, il faut parcourir une vingtaine de kilomètres. Alors les communautés se contentent des champignons saprotrophes tout autour des maisons, là où il y a des forêts dégradées. Maintenant, en revenant dans le contexte des forêts claires Miombo dont on parle ici, des forêts claires Miombo telles que la figure de bas ou des savanes boisées, dans ce contexte ici, nous avons des champignons ectomycorhiziens en grande quantité et une diversité élevée. Et nous avons du potentiel économique tel qu'on l'a démontré tout à l'heure. Alors, si nous avons déjà ça, comment on peut concilier, n'est-ce pas, la promotion des champignons et la conservation? Parce que tout ce que nous devons faire, c'est de maintenir, n'est-ce pas, nos écosystèmes plus ou moins stables. Nous devons tout faire pour faire ce qu'on appelle la gestion durable. Et donc, comme conclusion maintenant, après tous ces échanges-là, on a compris que c'est vraiment difficile de promouvoir le développement des champignons saprotrophes pour conserver les habitats naturels. Et donc, si c'est difficile, qu'est-ce qu'on aura à faire comme recommandation? Dans ces cas-là, il est recommandé, dans le contexte des forêts denses de montagne, de promouvoir la culture de ces champignons en dehors des forêts. Heureusement que les champignons saprotrophes sont facilement cultivables. C'est pourquoi on a commencé par des projets de culture maintenant des champignons pour essayer de réduire un peu les pressions sur les forêts naturelles. C'est vrai, prélever les champignons en soi n'a pas de problème. Mais il y a des activités délibérées de la part des communautés qui sont maintenant un danger, constituent un danger pour les forêts. C'est le cas de la coupe délibérée de certains arbres, certaines espèces d'arbres, pour laisser les champignons se développer. Parfois, il y a également le piétinement et le fouissage quand on va en forêt. On va piétiner de jeunes pousses d'arbres, ainsi de suite. On va compacter les sols, ça va perturber un tout petit peu l'écologie forestière. Mais dans les forêts claires, il y a possibilité d'utiliser les champignons ectomycorhiziens comme motivation pour la conservation. Pourquoi? Parce que si on coupe la forêt, on perd les champignons. Mais si on maintient la forêt, on a les champignons comme service écosystémique et on maintient tous les autres services avec, n'est-ce pas, des revenus bien élucidés. Et que donc, nous devons conserver les forêts claires pour le maintien des champignons. Comme perspective maintenant, c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire. Au vu de tout ça, sous 4 axes en tant que défenseur des champignons, en tant que mycologue, en tant que biologiste, environnementaliste et conservateur. Dans un premier temps, j'ai suggéré procéder à la culture des champignons pour réduire, n'est-ce pas, les pressions anthropiques dans des forêts denses de montagne, mais aussi pour rendre la ressource fongique disponible et de proximité. Deuxièmement, nous devons sensibiliser, nous devons partager l'information sur les champignons, parler de ce qui est bon et de ce qui est mauvais dans la gestion des champignons. En troisième lieu, nous devons former les jeunes étudiants. Nous devons, n'est-ce pas, insérer des modules des champignons dans les programmes d'enseignement parce que je dois vous avouer que c'est un groupe d'organismes oubliés. Tellement que les champignons étaient considérés comme des végétaux, on ne sait plus, n'est-ce pas, étudier en profondeur les champignons. Et que donc, pour moi, je pense que ça vaut la peine de pouvoir insérer cette discipline-là dans plusieurs programmes. Et enfin, partout nous devons passer, nous devons partager l'information, nous devons être, n'est-ce pas, des vulgarisateurs. Et c'est en ces quelques paragraphes que je pense avoir terminé l'essentiel de ma présentation et que donc je remercie tout le monde pour cette participation et que donc c'était pour moi un devoir de venir ici pour échanger un tout petit peu sur les champignons. J'ai dit et je remercie toute l'Assemblée.
biodiversité.